pompes funèbres m'appellent en disant « Philippe, on a un problème ». Et quand un pompe funèbre te dit « on a un problème », franchement, c'est qu'il y en a. Il faut avoir une bonne raison pour tuer quelqu'un. Et qui, plus qu'un mari ou une femme, a intérêt à tuer son mari? J'étais médecin légiste qui a autopsié tous les morts d'une catastrophe à Liège où 2 immeubles se sont effondrés avec 14 morts. J'ai eu 2 attentats terroristes. La tête se décroche, elle roule, elle va dans le fossé de l'autre côté, le corps reste là. Alors quelqu'un qui se tape la tête dans le pare-brise et qui va en mourir, mais qui ne perd pas connaissance et qui est capable de faire un quart de tour avant de mourir, ça j'ai jamais fait. Donc je me dis, il y a un problème. C'est des cris d'alarme. Je montre que la médecine légale sert à quelque chose. Bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Détective. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Boxo. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'un des médecins légistes les plus connus de Belgique. À 60 ans, il exerce depuis plus de 3 décennies, dirige l'Institut médico-légal de l'Université de Liège. À son actif, 6000 examens de cadavres, plus de 4000 autopsies et plus de 300 interventions devant des cours d'assises. Une carrière hors norme, au cœur des scènes de crime les plus complexes. Et dans cette interview, il nous raconte tout. Un corps retrouvé 25 ans après dans une grotte, des meurtres maquillés en accident, des noyades qui n'en sont pas, des morts totalement insolites et des affaires d'une rare violence. Et même l'histoire qui l'a obligé à se former auprès d'un spécialiste néerlandais pour identifier un corps brûlé. Vous allez découvrir le vrai quotidien d'un médecin légiste, rigoureux, humain, parfois terrible, mais toujours essentiel à la justice. Et j'en profite pour vous le redire, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à nous lire et à acheter le magazine du Nouveau Détective qui sort chaque mercredi en kiosque. Bonjour, docteur Philippe Boxo, merci d'être avec moi aujourd'hui dans les coulisses du crime. Avec une fille qui s'appelle Sixtine, comment veux-tu que je sois pas là? C'est une de mes chapelles préférées. J'en passe dans un de mes bouquins d'ailleurs. C'est une de mes chapelles préférées. Merci. Sixtine, c'est un prénom d'enfer. Merci, c'est gentil. Dans tes livres, justement, tu reviens sur des scènes de crimes insolites. C'est par ça qu'on va commencer aujourd'hui. Je pense notamment au corps retrouvé dans une grotte 25 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous raconter? C'est une triste histoire qui agitait une région de mon pays, de la Belgique. C'était des spéléologues copains. Ils faisaient souvent de la spéléo parce qu'il y avait là-bas des grottes qui permettaient de le faire. Hein, mais en spéléo, tu pars jamais tout seul. Hein. Tu pars toujours avec quelqu'un. Et là, le bonhomme a voulu y aller seul. On a retrouvé sa corde qui pendait à un trou qui permettait d'accéder aux grottes. Sa corde était cassée. Un segment de corde qui était trop court pour lui permettre de remonter, il ne pouvait pas l'atteindre, quoi. Donc il est resté au fond du trou un moment, et puis il s'est dit, à mon avis, je n'étais pas là, je connais bien ces grottes quand même, donc je vais trouver la sortie tout seul. Il avait une lampe frontale qui, à un moment donné, a fini par s'éteindre. La sortie, il ne l'a jamais trouvée. Il s'est installé en un endroit, à mon avis, en attendant les secours. Les secours, ils ne sont jamais venus. Alors, pendant très longtemps, mais ces grottes sont très nombreuses, hein, c'est vraiment il y a de l'espace, quoi. Pendant très longtemps, on l'a cherché, c'était même le but de recherche de pas mal de spéléos de mon pays, c'était de tenter de retrouver ce garçon. Et puis, à un moment donné, bah oui, il y a des spéléos qui l'ont trouvé. Et comme pour ramener une preuve, quoi, du fait qu'il avait trouvé, ils ont remonté son casque. Donc, ils sont remontés à la surface avec le casque, et en disant, voilà, on l'a trouvé. On l'a trouvé, c'est lui. Enfin, on l'a retrouvé. Et puis, c'était particulier parce qu'on avait imaginé qu'il n'était finalement pas mort dans le trou, qu'il était mort peut-être ailleurs, qu'il avait peut-être refait sa vie ailleurs, et notamment il aimait la Légion étrangère, et donc l'idée c'était, il a refait sa vie à la Légion, et à la Légion, quand tu arrives, quand tu es pris, tu changes de nom, tu changes de prénom, tu changes de vie. Hein. Ah, C'est Napoléon III qui avait créé ça à l'époque. Tu as des gens, ils viennent de tous les pays pour faire partie de cette Légion, pour défendre la France, et voilà, donc la famille se réfugie un peu derrière cette idée-là. Heureusement, ils avaient gardé, le dentiste était mort depuis le temps, plus de 20 ans, je pense bien, ils avaient gardé sa fiche dentaire. Et donc c'est grâce à sa fiche dentaire qu'on a pu dire effectivement c'est lui, parce que la forme des dents, la position, les traitements des dents qui avaient été réalisés correspondaient à la fiche dentaire. C'est une histoire complètement folle, je la raconte dans mon livre, je la romance un peu parce que il faut que ce soit agréable au lecteur, mais objectivement c'est vrai, on l'a trouvé dans cet état, dans la grotte. Et là on a trouvé aussi une mouche. Tu sais, les mouches elles viennent pondre, mais elles se répandent rarement dans des endroits qui sont sombres. Les mouches elles aiment la lumière. Et il y a une mouche cavernicole qu'on connaissait en Angleterre, mais on ne savait pas qu'elle existait en Belgique. Et à cette occasion-là, on l'a découverte. Et je pense, je ne suis pas certain, mais je pense qu'on a publié un article scientifique pour dire qu'on avait trouvé cette mouche sur le corps de ce jeune homme dans une grotte où on ne l'attendait pas. Et du coup, de quoi est-ce qu'il est mort exactement? D'inanition, de soif, de faim. D'accord.
Je trouvais aucun traumatisme qui permettait d'expliquer que la mort avait été traumatique, et à l'endroit où on le trouve, il y a pas lieu. C'est pas une chute, il y a pas un puits, Oui, il a il y a pas rien de tout chuté, ça. justement dans Donc sa on se tombe. dit, ben voilà, malheureusement, c'est une mort triste, hein, c'est une mort particulièrement triste. Mais pour la famille, ça a été chouette de le retrouver. J'ai dans mon pays, il y a pas mal d'enfants qui ont disparu, etc. Je ne dirais pas lesquels, mais le père d'un des enfants m'a dit un jour, tu sais Philippe, ce qu'il y a de plus dur, c'est pas d'apprendre qu'il est mort, c'est le doute. Et là, grâce au fait qu'on les trouvait, on a pu effacer le doute dans la famille. Il était mort, on a enfin pu l'enterrer, et il y a eu un lieu où ils ont pu aller se recueillir. Ça, c'était le plus important. Ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits insolites? Je pense par exemple à un cimetière ou à un lieu de culte où toi, tu as justement dû aller voir justement un corps qui avait été retrouvé. On a parfois, mais ça je ne le raconte pas dans le bouquin, mais on a parfois des gens qui viennent se suicider sur la tombe de l'être cher. Celui qui a disparu, à l'arme à feu souvent, aux médicaments parfois, mais ça j'ai de temps en temps. On retrouve le corps de la femme ou du mari sur la tombe récente, toute fraîche, de la femme ou du mari. Ça j'ai eu. Je raconte pas parce que c'est une histoire tellement triste que j'ai pas envie de faire pleurer les gens. En fait, dans mes bouquins, ce que je fais, c'est tenter d'expliquer le médecine légale. En fait, j'explique, je la détaille même. Le gars qui lit, il sait faire une autopsie, hein, il sait comment faire en tout cas. L'affaire, c'est autre chose. J'exagère un peu, mais il sait à tout le moins comment on fait. Donc pour moi, c'est important qu'on sache ce qu'est la médecine légale afin de la différencier de ce que les séries américaines montrent, qui n'a strictement rien à voir. Je le dis toujours, mais dans les séries américaines, chaque fois qu'on voit un médecin légiste, si c'est une femme, c'est un canon, toujours. Et si c'est un mec où il est vieux, débile, parce qu'il y a quand même quelques débiles qui jouent ce rôle-là, ou handicapé. Comme si pour les hommes, il fallait trouver une excuse pour qu'on ne fasse pas de la médecine curative, mais pour qu'il soit médecin légiste, médecin de seconde zone. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, déjà, c'est pas vrai. On n'est pas tous moches, on n'est pas tous débiles, on n'est pas tous vieux. Moi, je commence à voir un peu les trois, mais c'est une question d'âge. Pour le reste, il y a aussi un aspect où tu as l'impression, dans certaines séries en tout cas, que la médecine légale explique tout. On monte le corps, on monte des salles d'autopsie avec des écrans de télé partout. Non, on n'a pas ça, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un écran de télé quand j'ai ma tête dedans? Je vois beaucoup mieux dedans qu'avec n'importe quel écran de télé. Enfin, c'est Ouais, crétin. Mais enfin, c'est pour faire de l'ambiance. Les salles sont toujours bleues pour évoquer le froid. Ouais. Le bleu, c'est une lumière froide. Donc, c'est pour évoquer le froid. Nos salles sont blanches. Oui. C'est pas beaucoup plus chaud, mais voilà. Oui, et puis il faut de la lumière pour y Et puis, il voir. faut une lumière réelle, surtout. Il faut une vraie lumière blanche, quoi. Il faut la lumière du jour pour correctement identifier les couleurs. Si tu mets une lumière qui est colorée, tu as des longueurs d'onde, qui vont être absorbées. Tu vas plus voir les choses exactement avec la bonne couleur. Oui, mais la couleur est aussi une indication. Donc, on doit avoir une lumière blanche, une salle blanche, toutes ces genres de choses. Et puis, tout ce qu'on montre qu'ils sont capables de découvrir, on n'est pas capable de découvrir tout ça, c'est pas vrai. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur une scène un peu de crime un petit peu insolite, de te dire ça c'est vraiment du jamais vu? Ah, mais des tatouages, et ils sont là, hein. Oui, c'est vrai. Ils sont là. Tu as des histoires là-dedans. Le premier, je vois que tu l'as en poche, c'est un chouette bouquin. Dans le premier, je crois que je ne ferai jamais que celui-là. J'ai jamais, mais jamais imaginé en faire d'autres. Je crois que je ferai jamais que celui-là. Et j'espérais le vendre à 5000 exemplaires. Tu sais pourquoi? Parce qu'en Belgique, 5000 exemplaires, c'est un best-seller. Et je me suis dit, allez, quitte à faire un bouquin, autant que ce soit un best-seller. Je les aurais presque achetés moi-même, les 5000 bouquins, mais ça, je blague. Mais ça n'a pas été nécessaire. Et là, j'ai mis les histoires les plus folles qui me sont arrivées. Là-dedans, il y a l'histoire d'un type qui se tire 14 coups de feu. Oui. Il y a une histoire que je ne peux plus raconter, parce que j'ai promis à la famille de ne plus jamais la raconter. D'accord. Donc, je ne la raconte plus, qui est aussi complètement incroyable, mais je ne peux pas dire laquelle, puisque je me suis engagé. Il y a l'histoire d'une momie, qui est la plus belle momie que j'ai jamais vue. Et de ces histoires-là, j'ai toutes les photos. Ça veut dire que je peux les montrer. Alors, tel journaliste qui avait un doute quant à la véracité, parce qu'il se trouvait que c'était complètement cinglé, sont venus me voir. Je dis, choisissez votre histoire. Et je vous le montre. Sauf une. J'ai promis à la famille, je ne la montrerai plus jamais. Et même à mes étudiants, je ne la montre plus. Quand je te fais une promesse, je la tiens. Ils me demandent quasiment toujours l'histoire des 14 coups de feu. J'ai les photos, je leur montre. La momie, j'ai les photos de la momie, je leur montre. Le cadavre qu'on trouve dans la grotte, celui dont tu parles. Ouais. J'ai les photos, je leur montre. J'ai beaucoup aimé cette. Et donc, à chaque fois, tu reviens dans le réel et tu dis « Ah ok, c'est vrai ». Ce qui est parfois faux, dans le premier bouquin pas, mais dans les 3 autres bien, c'est l'histoire autour. Oui. L'histoire autour, je la romance et je la raconte pas toujours non plus de la même manière, parce que de temps en temps, il me prend une zine, je la raconte autrement.
J'en ai rien à foutre. Le principal, c'est le fait médico-légal qui, lui, doit être vrai, exact, et que je peux toujours démontrer. Exactement. Comment l'environnement influence-t-il justement la décomposition d'un corps? Tu parles dans pas mal d'interviews des noyades, des morts liées justement au feu, à des incendies. Quelle est la différence de décomposition et les différents stades selon le type de mort? Alors là, on en a pris 1 heure et demie, ma chérie. C'est vraiment du lourd. Tous les corps putréfient. Si on les laisse à l'air libre ou dans un caveau, ils vont tous putréfier. S'il fait très sec, ils peuvent momifier. S'il fait très humide, ils peuvent entrer dans un état qu'on appelle adiposureux. Il faudrait voir les photos pour que je t'explique, mais la putréfaction, sinon, est toujours la même. Toujours. D'accord. C'est un système qui évolue d'une façon assez classique, presque, entre guillemets, pour nous, banale. Pour monsieur tout le monde, c'est loin d'être banal. Il y a une affaire où à un moment donné, tu t'es dit là, il faut que j'arrête. Non, Jamais. jamais. Les affaires les plus dures, c'est les enfants. Ouais. Je crois que j'en raconte aucune. Je crois que j'en évoque aucune. Et dans une des intros, en tout cas. Dans toutes les intros, je précise toujours, attention, le fond médico-légal est vrai. Ouais. Autour, je romance. Et je crois qu'il y a une seule intro où je dis, je ne parlerai pas de... J'étais médecin légiste envoyé au Kosovo pour déterrer les charniers à l'époque de Slobodan Milosevic, de la guerre du Kosovo. On était en 1999. J'étais médecin légiste qui a autopsié tous les morts d'une catastrophe à Liège où 2 immeubles se sont effondrés, Oui. avec 14 morts. Les attentats terroristes aussi. J'ai eu 2 attentats terroristes, j'ai eu des jeunes filles violées, tuées par leurs violeurs, etc. J'en parle pas. J'ai un copain qui est médecin légiste, Grégory Schmidt, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dr Queen, et lui, c'est l'histoire qu'il raconte. C'est une question d'éthique, en fait. Déontologie, je suis pas sûr, c'est une question d'éthique. Mon éthique, c'est celle que j'applique. Et si les gens ne sont pas d'accord avec moi, je n'en mais rien à caler. C'est pas mon problème, c'est le leur. C'est mon éthique, j'entends qu'on la respecte. Ah ouais, je comprends. Et est-ce que on parle souvent justement sur les scènes de crime, tu évoquais les protections que vous devez porter pour protéger la scène de crime, mais est-ce qu'elle te protège aussi toi de la scène de crime? Et quand je dis ça, par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber malade en recevant un fluide, avec des Ah non, bactéries, des choses comme ça? ce qui est déjà arrivé, c'est j'avais une collègue qui a coupé dans un... C'était une structure sous-cutanée qui était sous tension, tu vois. Elle a coupé dedans et elle en a pris plein la figure. Ça, c'était loin d'être comique. Ce qui m'est déjà arrivé, mais c'est les baptêmes, entre guillemets, qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, Ce c'est serait hein. très mal vu. Ce serait très mal vu. Mon patron, j'étais en face de lui, donc chacun d'un côté de la table d'autopsie, et une autopsie imputréfiée. Et je peux en parler parce que mon patron est mort, donc il ne risque plus rien. Et il a retourné le cadavre d'une façon un peu violente, exprès. Le cadavre était couvert de petits vers, tu vois, les petites larves, et ça a fait sprout, c'est parti vers moi. J'en ai eu sur moi, j'ai pris 2 douches en rentrant à la maison, et j'ai des cheveux. À l'époque, ils étaient beaucoup plus crôlés, comme en Belgique, crôlés, bouclés. En France, crôlés, en Belgique. On appelait le petit crôlé. Et il en restait dedans, j'en ai retrouvé sur mon oreiller le lendemain, quoi. Oh non. Ça faisait partie du bizutage. Aujourd'hui, on n'oserait plus. Aujourd'hui, on n'oserait plus, parce que toutes les mentalités ont changé. Bien J'ai sûr. connu tous ces changements. Je me suis très bien adapté, d'ailleurs, je ne me viendrait pas l'idée non plus de le faire. Mais à l'époque, ça se faisait. Ce qui m'est déjà arrivé, ça c'est vrai, c'est de glisser dans la graisse qui s'est écoulée d'un corps, d'un canard, en putréfaction, et de lui tomber dessus. Couché ou assis. J'ai eu les 2. Donc voilà, ça c'est vrai. C'est arrivé, c'est pas grave. Ouais. C'est tes vêtements qui sont foutus. Et c'est pour ça que les vêtements de protection de scène de crime sont bien, parce que c'est sur les vêtements de protection, c'est pas sur les tiens. Parce que quand tu repars, moi, à l'époque, je ne prévoyais pas. J'étais au début de ma carrière. Et j'étais médecin légiste en 91. Donc j'ai eu 8 ans pendant lesquels on n'avait pas tous ces... Et au début, j'avais pas de comme changer dans ma voiture. Écoute, mais quelle horreur. En plus, j'avais des sièges qui n'étaient pas en cuir. J'étais jeune. C'était une voiture que mon père m'avait même pas revendue, il me l'avait donnée. C'était leur voiture à eux, avec, tu sais, des coussins en tissu. Donc l'odeur. Pour récupérer ça, mais quelle horreur. Ça a senti dans la voiture pendant... Ça, pour draguer les filles, c'était pas un bon moyen. À l'époque, j'étais célibataire, c'était pas un bon moyen du tout. Oui. Donc j'évitais ma bagnole. D'ailleurs, tu évoques pas mal d'anecdotes justement à l'époque où tu étais célibataire, notamment quand tu avais assisté à un mariage et que tu étais... La fille a changé de place.
Les marais, c'était un bon endroit pour draguer, tout le monde sait bien. Ah, c'était Et, ouais. j'étais célibataire, donc j'avais pas de problème pour ça. Et en face de moi, on amène une dame, enfin une jeune fille, je sais plus l'âge qu'elle avait, elle devait avoir la trentaine, donc elle est un peu plus vieille que moi, donc je dis une dame, mais en fait, c'était une jeune fille. Aujourd'hui, je dirais une jeune fille. Et elle a changé de place quand elle a su le boulot que je faisais, et elle a changé de place avec un mec, donc ça m'a pas arrangé du tout. Et on va passer maintenant justement aux différents types un petit peu de morts, à commencer par les accidents de la route. Toi, tu as vu justement l'envers du décor des accidents de la route. Est-ce qu'il y a un accident qui t'a marqué, soit par sa mise en scène, soit plutôt par Le son premier. absurdité? Le premier. Et c'est absurde en même temps. Beaucoup d'accidents de roulage sont absurdes. C'est absurde et en même temps, c'était mon premier cas où j'allais tout seul. C'est un type qui est sur l'autoroute. Ils sont 2 dans la voiture. Un qui est au volant, l'autre qui est sur le siège passager avant. Celui qui est sur le siège passager avant dort. Il n'a pas la ceinture de sécurité. L'autre a la ceinture de sécurité, mais ça ne va pas lui servir à grand-chose. Ils se prennent la rambarde de sécurité. Tu vois, la rambarde centrale de sécurité, assez violemment. Celui qui est sur le siège passager passe à travers le pare-brise. Il vient taper de la tête sur la rambarde de sécurité de l'autre côté de l'autoroute. Elles sont toujours 2, une de chaque côté. La tête se décroche, elle roule, elle va dans le fossé de l'autre côté, le corps reste là. Les gendarmes à l'époque, il y avait encore gendarmerie, mais je l'avais encore en France, nous, ça a été terminé, on a fait une fusion des polices. Les gendarmes appellent parce que de toute façon, il fallait faire une prise de sang. Mais ils appelaient surtout parce qu'il n'y en a aucun qui avait envie d'aller chercher la tête qui était dans le fossé et que lui courait après, quoi. Et à l'époque, les pompes funèbres ne venaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Enfin, c'était un autre concept, on avait une autre façon de fonctionner. Aujourd'hui, on me téléphonera en disant « Philippe, voilà, il y a des corps sur une pompe funèbre ». Là, c'est autre chose, on nous demandait d'aller sur place. Et donc, j'arrive sur place et je dis « Elle est où la tête ?»« Oh, écoute, on n'a pas cherché, mais elle doit se trouver dans l'axe, là. » Effectivement, il y a une tache de sang, forcément, qui te montrait la direction. Et j'ai suivi la direction, il faisait nuit. 5 heures du mat, par là, j'avais ma lampe de poche et je vois dans l'herbe, je vois une touffe noire, Nubia. Dites bien que c'est pas de l'herbe, donc je l'attrape, je soulève, c'était la tête du gars. Moi, ça me choque pas. Donc, j'éclaire la tête en disant au policier, je crois que j'ai trouvé. Ah, et c'est là. Et là, tu vois le policier au loin, oui, pouf, là. Il est parti en incapacité pendant un moment, le pauvre. Mais je m'attendais pas à cette réaction de la part d'un policier, en fait. Mais parce que finalement, pour eux, c'est pas si commun que ça, Eh ben, en fait. c'est eux qui voient le plus de choses dramatiques. Ouais. Des gens décapités dans les voitures, complètement écrasés. Enfin, faut voir des crash tests, ce que c'est. Quand tu as un camion qui est lancé, qui ne s'arrête pas une file de voitures à la queue leu-leu, le camion est à 50 à l'heure, la première bagnole qui touche, elle n'existe plus. Elle est pulvérisée, les gens dedans, c'est pareil. Donc, on voit sur les autoroutes, les accidents d'autoroute, aussi bien les policiers de la route. Maintenant, on a créé cette police maintenant en Belgique, ça existe depuis un moment. Aussi les gens qui interviennent pour désincarcérer, donc les pompiers, les services de secours, les gens aussi de l'autoroute qui sont là pour faire la sécurité route. Ils en voient, mais de toutes les couleurs, c'est atroce. Il y a une autre histoire que tu racontes, que j'ai bien aimée, où c'est une femme qui, tu arrives pour un accident de la route, la femme est décédée et en fait, tu te rends compte que, elle est pas morte de l'accident de voiture, Ouais, des voitures. mais qu'on lui a tiré dessus. En fait, sa voiture était percutée à l'arrière et au départ, pour tout le monde, on part pour... Elle portait pas la ceinture de sécurité, percutée à l'arrière, sa tête est allée dans le pare-brise. Effectivement, il n'y en a pas que pare-brise, indéniablement. Elle est allée dans le pare-brise. Et pour tout le monde, elle est morte de ça. Et le véhicule tamponneur a pris la fuite, bien entendu. Donc, on part là-dessus. Et moi, quand j'arrive sur la scène qui va devenir une scène de crime, quand j'arrive sur la scène, je suis un peu interloqué parce que la porte conducteur est ouverte. Ça m'interloque pas trop. Parce que je me dis, les services de secours, pour l'examiner, ils sont bien obligés d'ouvrir la portière, vérifier dans quel état elle est. Mais là où ça m'ennuie plus, c'est que j'imagine mal les services de secours la sortir de la voiture en lui tournant les jambes vers l'extérieur, les pieds ne touchant pas le sol mais dirigés vers le sol, couché en travers de la banquette avant, des deux sièges avant. Ça va pas. Si tu veux examiner quelqu'un, tu le gardes en position assise et l'examen est beaucoup plus facile comme ça que de devoir rentrer dans la voiture et se coucher. Donc je me dis, c'est pas eux. J'avais raison, c'était pas eux. Alors quelqu'un qui se tape la tête dans le pare-brise et qui va en mourir, mais qui ne perd pas connaissance et qui est capable de faire un quart de tour avant de mourir, ça, j'ai jamais fait. Donc je me dis, il y a un problème. Et en retournant vers mon sac, je le laisse toujours à distance, je sens dans la semelle de mes chaussures une espèce de caillou, enfin quelque chose qui gêne. Et plutôt que de dégager en frottant fort, on fait tout ça, qu'on a cueilli dans les godasses, on le chasse,
Je regarde, parce qu'on est quand même sur une scène, on est dans un lieu qui n'est pas habituel. Il peut effectivement y avoir des cailloux, c'est une route, mais il peut aussi y avoir autre chose. Et autre chose, c'était une douille de projectile. Ça veut dire que quand tu tires avec une arme, tu as la balle qui sort par le canon de l'arme, et pour certains types d'armes qu'on appelle les pistolets, tu as la douille qui est éjectée, qui tombe par terre. D'accord. Et je venais de marcher sur la douille que je n'avais pas vue, il faisait nuit. Je venais pas pour ça non plus, je venais pour un accident de roulage, je venais pas pour un meurtre à l'arme à feu, quoi. On était loin. Je récupère la douille, je la remets à l'endroit où mon pied l'a capté, je demande un cône aux policiers, tu sais, les cônes de circulation, là. Pour ne plus qu'il y ait un imbécile qui marche dessus, hein. C'est suffisant, poum, je mets le cône, je fais le tour de la bagnole, délicatement, tu prends tes 2 ongles, là, tu touches à peine la portière pour ouvrir, au cas où il y aurait des traces. Je pensais pas qu'il y en aurait, mais on ne sait jamais. J'ouvre la portière et je regarde le visage de la dame, elle avait une balle qui était passée ici entre les 2 yeux, donc on était effectivement sur une scène de meurtre, quoi. Et Un eux lieu de n'avaient pas crime. vu. Non, mais c'est pas leur faute. Oui, Ils ils sont étaient pas appelés pour un accident. autorisés à Ouais. faire cet examen-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est des policiers. Tu comprends qu'ils le voient pas, c'est normal. Moi, ce qui m'étonne, c'est le service de secours. Oui, je pensais plus au Ils service de viennent, secours. ah bah non, elle est morte, on s'en va. Et ils ont jamais vu qu'elle était touchée en plein crâne. Ouais, pourtant ça Ça, c'est plus... ouais, c'est J'ai eu le cas, hein, une personne qu'on emmène à l'hôpital, elle va pas bien, on la déshabille pas, on n'a pas le temps, on lui remet du sang, etc. parce qu'elle perd du sang, on l'envoie au scan, il y a personne qui a regardé dans le dos. Il y a une balle qui est rentrée dans le dos, qui a touché l'aorte. Elle est morte avant d'arriver au scan, parce qu'on n'a pas regardé. Mais en même temps, il fallait courir. Il fallait courir parce que en apparence, si tu vois rien, tu vas pas la retourner, elle est déjà instable. Si tu la retournes, tu risques d'engendrer une instabilité encore plus grande. Et puis de là avoir un prise de passage de projectile, il faut être très attentif, c'est pas nécessairement facile à voir. Oui, et c'était pas ressorti par l'avant. Elle n'était pas sortie. D'accord. C'était du 22, elle n'était pas sortie. Est-ce que tu as d'autres anecdotes où la mort, c'est pas, la cause de la mort, c'est pas l'accident, mais quelque chose d'autre que ton autopsie révèle? Ça arrive. On part sur un truc plutôt qu'autre chose. On part sur des coups de feu. Je suis ça avec une jeune fille. Elle veut tuer son père. La fille est lesbienne, son père n'aime pas qu'elle soit lesbienne. Il lui fait les pires misères. Et elle se décide de se venger de son père. Elle vient lui tirer dessus. Donc elle butait pendant la nuit. Elle prend le flingue, elle sait où il est. Elle arme le flingue, elle sait comment on fait. Elle vide le chargeur dans le corps du père. À l'autopsie, je constate qu'il était déjà mort. De quoi est-ce qu'il s'est mort? Il était mort d'une hémorragie cérébrale pendant la nuit. Et donc, quand il lui a tiré dessus, il était déjà mort. Résultat, en Belgique, comme en France, je pense, hein, pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut d'abord qu'il soit vivant. Donc, elle a peut-être commis une profanation de cadavre. Ouais, c'est pas très cher à payer, je veux dire, hein, sur le plan de Juridique. Oui. juridique. Par contre, un assassinat, c'est la plus haut, la peine la plus grave. Donc, il est passé d'un assassinat à quasiment rien. Mais elle ne le savait pas. Ouais, mais ça... Mais n'empêche, il faut que la personne soit vivante pour pouvoir considérer qu'on la tue. On va revenir un petit peu sur les noyades. La noyade, c'est une mort fréquente, mais pas toujours accidentelle. Tu racontes dans La mort en face l'histoire d'une fermière qui a été noyée dans une cuve à lait par son mari. Est-ce que tu peux me raconter? Ils s'étaient mariés très longtemps auparavant. Et là, cette histoire-là, elle est complètement romancée. D'accord. Parce que c'est un cas qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne fait pas partie de mes cas les plus anciens. Donc l'histoire autour, c'est moi qui fais du roman. Et quand je fais ça, je me dis tout compte fait, pour le 5e bouquin, je vais peut-être me mettre à faire du roman parce que j'ai plus tant d'histoires à raconter. Il m'en reste 4-5, je crois. Il m'en reste pas tant. Et je me dis, tiens, je pourrais me lancer dans le roman. Et l'histoire est passée en cour d'assises, donc j'aurais pu raconter l'histoire vraie. Mais je ne le fais jamais. Par respect pour tout le monde. Les proches. Pour les proches notamment. C'est paru dans les journaux, c'est paru dans la presse, c'est paru à la télé, on en a parlé partout. Je raconte le fond médico-légal, c'est mon truc. L'histoire, non, je le fais jamais. Même avec l'autorisation des gens, je le fais pas. Bref, l'histoire, par contre, vraie, c'est que le fermier dit qu'il a trouvé sa femme dans sa cuve, à lait, morte, et qu'il a vidé la cuve à lait pour pouvoir l'extraire de la cuve à lait. Quand on arrive, la cuve est vide et la femme est morte au fond. Or, quand on fait l'autopsie, on ne trouve aucune trace de noyade. Alors, on va faire des prélèvements histologiques, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements du poumon pour regarder au microscope s'il y a des traces d'inhalation de liquide. Oui, c'est comme ça que Voilà. tu détectes. C'est comme ça qu'on peut vérifier. Je les détecte encore autrement, on a plein de systèmes pour les détecter, mais ça en est un qui marche très très bien.
on l'utilise évidemment. Et puis ces poumons, tu sais, quand tu prends un morceau de poumon de quelqu'un qui est noyé et que tu le mets dans l'eau, il coule, puisqu'il est plein d'eau. Si la personne n'est pas morte noyée, Il flotte. il flotte. Ça s'appelle le test de la docimasie. Eh bien, ce test, chez elle, était négatif. Le poumon flottait. Donc, elle n'était pas morte noyée. Et en plus, dans le dos, elle avait une belle marque qui correspondait à un appui forcé, contraint et appuyé contre le pourtour de l'entrée de la cuve. Donc, c'était bon, quoi. Elle avait été étouffée au-dessus et puis laissée dans la cuve alors qu'elle était en train de la nettoyer. C'était aussi con que ça. C'est passé en cour d'assises, le type a été condamné et puis voilà. Est-ce que tu as d'autres anecdotes de noyade un petit peu insolites? J'ai une dame, c'est les pompes funèbres qui nous appellent. En fait, les pompes funèbres m'appellent en disant Philippe, on a un problème. Et quand un pompe funèbre te dit on a un problème, franchement, c'est qu'il y en a un. Ils ont prévenu la police, tout le monde. J'arrive sur place, ils me disent Philippe, on a un problème. Je dis c'est quoi ton problème? La dame, elle est toute nue dans le fauteuil du divan. Et quand on est arrivé, elle était encore humide. Je dis tiens, c'est spécial ça. J'arrive dans la maison, le mari est là. Elle est couverte par une couverture de métalline, ça veut dire que les services de secours sont venus. Et puis ils l'ont couverte avec la couverture par décence, quoi, puisqu'elle était toute nue. Je l'examine et je me rends compte qu'effectivement, elle était encore humide au moins en dessous des bras, en dessous des jambes. Il y a une humidité avec le coussin qui a gardé ça. Les cheveux sont trempés, encore. Et je dis au mari, dites, qu'est-ce qu'elle fait là, votre dame? Et elle me dit, elle a eu très chaud cette nuit, elle s'est levée du lit, elle est venue se coucher ici pour avoir une température plus agréable. Bon. Et ça lui arrive souvent de transpirer comme ça. Oui, docteur, très fréquemment, elle transpire toujours beaucoup. Bon, je le crois pas trop, mais il faut vérifier. Hein. Croire, ne pas croire, en médecine égale, c'est pas un bon plan. Ce qui compte, c'est la certitude. Donc je monte vers le lit. Si quelqu'un il transpire comme ça, le lit, il est mort. Hein. Le matin, il est foutu, hein. Il est pourri, il y a des moisissures qui se développent, etc. Et là, il n'y avait rien. Je me dis, il y a peut-être une alaise. Tu sais, une alaise, c'est un truc que tu mets pour justement éviter ce genre de problème. Pas d'alaise. Je redescends, je sais que le type me ment, c'est bon, quoi, c'est caisse. Maintenant, il me faut des éléments. Et quand je descends, je le vois, il est en train de suivre la bouche de sa femme. Et il me dit, je sais pas ce qu'il y a, il dit, mais il y a liquide là, il revient tout le temps, je lève tout le temps. J'ai dit, ça, monsieur, c'est un bouchon muqueux, ça va durer pendant 24 heures, et c'est la preuve que votre femme est morte noyée. Alors, au beau milieu de votre salon, je vois pas comment elle aurait pu faire. Les policiers l'ont pris, puis il a expliqué. En fait, il s'était disputé dans la salle de bain, il a pris par les pieds, il a mis la tête sous l'eau, attendait qu'elle meure, quoi. Et le bouchon muqueux, c'est un mélange. Tu vois, quand tu as de l'air dans les poumons, tu vas à un moment donné, lors de la noyade, inhaler de l'eau de noyade qui se mélange avec l'air, et puis un petit produit qui tapisse la paroi des alvéoles qu'on appelle le surfactant. Et le mélange des trois fait ce que j'ai appelé le bouchon muqueux, qui vient à la bouche et au nez. Et quand tu les as tout frais, eh ben, le bouchon muqueux, tu le vois. Et il dure pendant à peu près 24 heures. Voilà pourquoi j'ai pu dire, c'est une certitude totale et absolue. Elle n'a pas été frappée, rien, juste noyée. Quelle a été sa réaction quand tu lui as dit ça? Le mari est devenu tout blanc. Et puis moi, je m'en suis plus intéressé. J'ai descente de parquet, descente criminelle, etc. Les policiers locaux l'ont pris pour un premier interrogatoire. Et la police judiciaire est arrivée, lui a fallu quoi, 2-3 heures peut-être pour avouer. On lui a dit, écoutez, non, c'est bon, quoi. Hein. Les éléments qu'on a là sont des éléments de conviction. On n'arriverait jamais à nous faire croire autre chose. Et c'est justement le fait qu'elle était mouillée dans le salon qui t'a fait un petit peu tilter. Et le bouchon. D'accord. Sans ça, j'avoue que c'est pas évident de trouver une cause de décès. On l'aurait peut-être autopsié. Et l'autopsie, alors, allez, imaginons qu'on arrive plus de 24 heures après, plus de bouchon muqueux. Elle est sèche, mort d'une dame jeune, dont le mari aurait dû ne pas se rendre compte de sa mort dans les 24 heures qui suivaient. C'est louche, on l'aurait autopsié. Ouais. Donc, Et l'autopsie, on l'a retrouvé. mais malgré tout, il reste quand même pas mal de cas où en fait on découvre jamais. Ouais, et ça, c'est un gros problème qu'on a en Belgique. Et une des raisons pour lesquelles j'écris les livres aussi. L'Europe nous a interpellés en disant, ben voilà, en Belgique, vous autopsiez 10 fois moins que la moyenne européenne. Oui, tu l'écrivais 1 à 2%, je crois. Ouais. Vous êtes à 10-12. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on passe, d'après une étude qui a été faite pas par moi, par des professeurs de l'Université libre de Bruxelles, qui est une des universités francophones de Belgique. Ils ont dit, ben voilà, ils ont fait des calculs par rapport aux autres pays. Ils disent, nous, on passe à côté de 70 à 80 meurtres par an qui passent totalement au bleu parce qu'on n'utilise pas la médecine égale. Et tous ces bouquins sont... Je suis content que ça plaise aux gens, hein, mais c'est des cris d'alarme.
je montre que la médecine légale sert à quelque chose. Or, en Belgique, on est passé de 40 médecins légistes en 2000 à une vingtaine de médecins légistes en 2020. On a perdu à peu près un par an. C'est trop peu pour le pays. On doit être soutenu et notre gouvernement n'entend rien. Dans les autres types de morts, tu évoques à un moment donné un homme qui se promène avec son chien dans la forêt, je crois, près de chez lui, et qui décède. Et sa femme cherche à connaître la vérité, et en fait, c'est pas ce qu'on croyait. Est-ce que tu te rappelles de... Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Le chapitre, c'est Promenons-nous dans les bois. Exactement. J'essaie de trouver des chapitres avec des titres qui m'amusent. Et là, je me mets en scène. Oui. Le bonhomme, c'est moi, avec mon chien, Elsa. Et la femme qui court, c'est Nadine, c'est ma femme, avec nos 3 autres chiens. Ma femme, c'est une folle animaux. Hein. On a 4 chiens, on a 3 chèvres, on a 2 chevaux. Heureusement, tout le monde n'est pas à la maison. On a des prairies, enfin une prairie. Donc, l'histoire est la suivante, c'est un monsieur qui promène son chien dans un terrain qui est un peu encaissé, entre un sous-bois d'un côté, qui grimpe. Hein. C'est pas un sous-bois où tu descends, c'est vraiment... Il y a un talus, quoi. Et de l'autre côté, c'est un talus aussi. Mais là, c'est une pelouse, c'est la prairie d'un pensionné, un retraité, comme on Oui, dit en en France. France. Hein. Et ce retraité tond sa pelouse toutes les semaines, en été, toutes les semaines. Donc, tu as le monsieur qui prend son clébard, tu as le bonhomme qui tond sa pelouse, et puis à un moment donné, tu as le monsieur qui prend son clébard qui meurt, le monsieur qui tond sa pelouse, qui a sa tondeuse qui tombe en panne. Mais ça, je ne le sais pas tout de suite. Quand on arrive sur place, je comprenais rien. Je comprenais rien parce que le bonhomme avait tellement avancé dans le terrain creux que si quelqu'un avait voulu le tuer, pourquoi est-ce qu'il aurait attendu que le type soit en plein milieu du terrain pour aller le buter? Il serait été beaucoup simple de le prendre au début de terrain où il a moins de chances d'être pris puisque là, il avait un dégagement. Alors que dans le chemin creux, il n'en a aucun dégagement. Il peut aller que vers l'avant ou vers l'arrière, donc être vu. Donc, je ne comprenais pas. C'était pas logique. Le clébard, le monsieur l'a lâché et puis le clébard est rentré chez lui. C'est là que la femme a compris qu'il y avait un problème. Clocher. Et puis, on ne trouve pas. Quand j'arrive sur place, j'ai un type qui est égorgé avec une sale plaie. J'ai la photo de la plaie, c'est pas une belle plaie. Et d'habitude, avec un couteau, tu as une plaie bien nette. J'en montre plusieurs dans mes conférences. Je montre des lésions, d'égorgement en meurtre. Je montre un suicide, je montre un accident. Comme dans le 4e bouquin, j'appelle ça à gorge déployée. Voilà, j'ai les photos, je les montre à ma conférence. Donc, une plaie que je trouve sale. J'appelle ça une plaie sale parce qu'elle n'est pas nette. Bon, j'autopsie le bonhomme, c'est bien ça qui l'a tué, pas de problème. Pas de problème, si, il est mort, mais pas de problème quant à la cause du décès. Le moment du décès, le monsieur qui tond sa pelouse nous dit je l'ai vu passer, il était là, c'est le moment où mon tracteur est cassé. Bon. Et puis, comme on ne trouve pas, on retourne sur place avec le labo, en se disant on va peut-être voir là, au repos, quoi, des choses Que vous avez pas vu là. qui nous ont pas sauté aux yeux la première fois. Et pour une fois, ils me demandent de venir avec eux, c'est pas fréquent. D'habitude, ils vont tout seuls. Là, je vais avec eux. Et moi, je parle avec plein de gens. C'est un chien avec un chapeau, je parle avec. Et là, le bonhomme qui nous voit retraité, donc il a le temps. Hein, il nous voit encore dans le chemin, il vient nous voir. Vous faites là, je dis, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Parce que, objectivement, c'est pas évident. Et puis il me dit, ouais, c'est arrivé au moment où je tondais ma pelouse. C'est arrivé au moment où mon tracteur est tombé en panne. Je dis, vous avez un tracteur tondeuse. Je dis, oui, il est là-bas. Et je vois le tracteur, c'est la même marque que le mien. Et je dis, c'est marrant, le mien tombe en panne. Chaque fois que je sors mon tracteur tondeuse, moi, tombe en panne. Je suis nul. Pour tourner une pelouse, je suis nul. J'attrape toujours une souche ou autre chose. Enfin, voilà. Et j'ai dit, il avait quoi votre tracteur? J'ai tapé contre une pierre et la lame a cassé. Et moi, tilt. La lame a cassé. Et elle est où votre lame? Je conduis le tracteur en réparation. Il est revenu. On m'a mis une nouvelle lame. Maintenant, ça va très bien. Et il est où votre réparateur? Je vais chez le réparateur, on trouve la lame, il n'avait pas encore jeté, il manquait un morceau. Et histoire complètement folle, ce morceau, en tapant sur la pierre, s'est décroché, la tondeuse s'est soulevée, le tracteur tondeuse s'est soulevé, et le morceau est parti. Alors, moi je me suis couché dans la pelouse, j'ai pris l'axe, t'avais juste la tête du type qui dépassait, et droit devant, avec un détecteur de métaux, mes copains du laboratoire ont retrouvé le morceau qui manquait, avec du sang dessus, qui était le sang du monsieur. Et donc c'est la tondeuse du voisin. C'est la tondeuse. Alors, j'ai raconté cette histoire. Je n'ai jamais donné la marque du tracteur tondeuse, je ne le ferai jamais. Et maintenant, tu as des gens qui viennent me dire en dédicace, dites, nous, vous savez, maintenant, quand on tond, on fait rentrer les enfants, le chat, tout le monde. Mais non, il faut se rendre compte que c'est un cas qui est complètement exceptionnel. Oui. J'ai vu qu'une seule fois ça dans ma vie. Je ne sais pas si mes collègues vont trouver des cas pareils.
On a tous, mais tous dans notre cas, des cas qui sont vraiment des cas d'exception. Je parlais avec un de mes confrères, il s'appelle Alain Miras, et il a été prof de médecine légale à l'université de Bordeaux. Je dis, mais on se raconte nos histoires. Je dis, Alain, mais raconte-les, quoi. En plus, il a un humour décapant. Puis On dit aux toujours, gens. le port du casque est obligatoire. Il dit, ouais, dans notre métier, on devrait dire que le port du cerveau est obligatoire. C'est un type vraiment très, très marrant. Je dis, allez, Alain, raconte. Il y a Bernard Marc, qui vient de faire un bouquin, un médecin légiste de Compiègne, il vient de faire un livre. Il parle plus de la médecine légale sur vivant, parce qu'on a aussi une médecine légale sur vivant. Que tu fais aussi beaucoup. Ouais, je fais aussi beaucoup. Mais en Belgique, voilà, il y a un avis du Conseil national de l'ordre des médecins qui tend à nous dire, on ne parle pas des vivants. On ne parle pas des vivants, on évite d'en parler. Donc, ok, je respecte l'avis du Conseil national, j'en parle pas. Là, en ce moment, au moment où on tourne, il y a le procès Jubilard. Dans une autre interview, tu parlais de Jonathan Daval, que tu l'avais regardé à la télé et l'impression qu'il t'avait fait. C'est spécial. Ça m'arrive parfois, ça m'arrive 2-3 fois dans ma vie. Il ne faut pas croire que je suis un devin, un magnétiseur, que je sens les choses, que j'ai vu des esprits, que je suis habité par des entités, ça on me l'a déjà dit. J'ai dit, ouais, on est sûrement plusieurs dans ma tête, mais ça m'étonnerait que ce soit des entités. Ah, bref, ça m'a toujours fait marrer. Mais là, oui, mais c'est de nouveau un cas d'exception. Je vais acheter ça un jour, je ne sais plus où. Je regardais la télé, j'étais à côté de ma femme, je dis, écoute, c'est lui. En fait, on risque de ne pas trop se tromper parce que dans plus de 80% des cas, le tueur, c'est le mari. Il veut plus les écus. Il faut avoir une bonne raison pour tuer quelqu'un. Il faut avoir un motif. Et qui, plus qu'un mari ou une femme, a intérêt à tuer son mari? Alors, les femmes le font moins. Je dis souvent parce qu'elles sont beaucoup plus intelligentes, c'est vrai. Moins agressives, c'est vrai. Mais surtout, elles savent que le divorce existe et qu'elles peuvent le faire chier longtemps rien qu'en divorçant. Donc, il y a une mentalité chez la femme qui n'est pas la même que chez l'homme. Tant mieux. L'homme, il est plus rouve-tôt-de-jus, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, il va plutôt y aller, voilà. Réfléchis pas, il va comme une brute. Et là, j'avais peu de chance de me tromper parce que, allez, une jeune femme qui disparaît dans une circonstance pareille, j'ai 8 chances sur 10 qu'effectivement ce soit le mari. Donc, je ne suis pas un devin, je ne suis pas exceptionnel en ayant dit ça. Je corresponds juste à la statistique, quoi. Oui, bien sûr. Et je suis dans 80%. Allez, 80%, il te reste juste 20% de marge d'erreur. Mais juste en plus, il me donnait l'impression de forcer et de ne pas être sincère. C'est vraiment l'impression qu'il m'a donné. Ça m'arrivait aussi sur une scène de crime. Le mari était à côté de moi. Il avait un comportement qui ne me convenait pas, et que je trouvais inapproprié. Et j'ai dit aux enquêteurs, lui, il faut le prendre. Ça va pas. À côté de ça, j'ai eu un mari qui s'est accusé. À tort. À tort. Dans quel contexte? C'est un contexte d'une femme qui se pend, mais dans une condition un peu particulière. Et on se demande si elle n'a pas été aidée pour se pendre. Et puisqu'il entend ça, le mari vient nous dire, ouais, Dans les escaliers. ça doit être, ouais, ça doit être moi. En fait, non, pas du tout, c'est pas lui. Les lésions que j'avais ne correspondaient pas à un suicide, à un meurtre, mais correspondaient bien à un suicide, quoi. Donc on a comme ça des gens, il faut se méfier. C'est pas parce qu'il passe aux aveux que c'est nécessairement lui. Ça, c'est une chose. Il faut, on est en droit pénal, il faut amener la preuve que c'est effectivement lui. Et il n'y a rien de plus fragile aussi qu'un témoignage. Le type peut toujours revenir sur son témoignage. C'est pour ça que, alors même qu'on a l'auteur, qu'il est en aveu complet, on doit faire l'autopsie. On doit jusqu'au bout des choses, parce que s'il se rétracte, on n'a plus rien. Et justement, là, en ce moment, donc, c'est le procès de Cédric Jubilard, qui est le principal suspect dans la disparition de Delphine, donc sa compagne. Quelle est votre impression? Quelle est toi comme J'en ai aucune. Dans ce procès-là, je n'ai pas suivi, j'en ai aucune. Et c'est toujours des histoires extrêmement tristes. Moi, je trouve qu'on a, en Belgique, je vois qu'on a une augmentation de ce que nous appelons, nous, les féminicides, qui est un mot qui a été inventé par un poète qui s'appelait Scarron, qui était le premier mari d'une des maîtresses de Louis XIV. Donc, je crois que c'est Louis XIV. Je peux dire une connerie, mais à mon avis, c'est ça. Ou si c'est pas Louis XIV, c'est Louis XV. Ça veut dire qu'on remonte loin, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. On remonte loin dans ce mot. Concept. Dans le concept. Ce concept-là mériterait un traitement spécial, non pas au sens de féminicide en soi, parce que je veux pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes, mais de meurtre conjugal. Tu vois? Je trouve qu'il y aurait moyen de faire sur le plan légal une spécificité particulière quant au meurtre quand il se déroule entre époux. Alors effectivement, ça va concerner plus de femmes que d'hommes, c'est vrai, c'est la statistique, mais je constate que c'est en augmentation. Il est temps de faire quelque chose. Moi, je suis désespéré de voir, j'ai encore eu le coup, une dame qui a été portée plainte, mais une volée de fois à la police, contre son mari, qui la battait, qui l'insultait, qui menaçait de la tuer, etc.
Il l'a finalement fait. On savait qu'il allait le Ça allait faire. arriver. Et rien n'a été fait. Là, il y a un vide juridique en France, sans doute en Belgique, certainement. Ça, je sais, je suis belge, je sais. Il y a un vide juridique. Il y a vraiment quelque chose à faire pour protéger ces dames, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. On est dans une société moderne, dans une société égalitaire. On parle de l'égalité homme-femme. Eh bien, il y a une disrupture dans cette égalité quant au meurtre, en tout cas. Il faut faire quelque chose. Je suis d'accord, moi qui suis justement reporter, je vois le nombre de féminicides et le nombre d'affaires que je traite avec des cas. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, dans beaucoup, les femmes avaient porté plainte ou elles en avaient parlé et en fait, c'est arrivé quand même. Et c'est vrai que il y avait aussi beaucoup de récidives et c'est ça qui. Alors, c'est malheureux parce que souvent, il y a des enfants. Mm. Donc, ils perdent maman, mais ils perdent aussi papa. Bien sûr. Quel que soit ce qu'ils peuvent reprocher à leur père, c'est quand même leur père. Il est en prison pour un moment. Ce sont les enfants qui sont laissés à la famille ou qui deviennent pupilles de l'État, quoi. Tant d'y gâcher. Tant d'y gâcher. Et quand c'est pas justement les femmes qui sont tuées, des fois c'est les enfants pour faire du mal aux J'ai épouses. eu le coup, je le raconte jamais. D'accord. Ce sera dans aucun de mes livres. Mais j'ai eu le coup d'un père qui, en apprenant que sa femme qui le quittait avait un amant, a tué ses 2 enfants d'une façon... C'était raconté dans la presse. Hein. Il les a égorgés tous les 2. Alors que la femme venait de les déposer, qu'elle était là, qu'elle était inquiète, qu'elle appelait la police même, en disant « j'ai peur, j'ai peur ». La police est arrivée trop tard. Donc il y a des situations, franchement, que l'on pourrait éviter. Mais il faut se donner les moyens, juridiques notamment, de le faire. Je rebondis un petit peu sur la mort d'enfants. Dans ton livre, tu parles du syndrome de Munchausen, je crois que Munchausen. Munchausen, pardon. Je suis pas sûr que ça se dit exactement comme ça, c'est moi qui dis. C'est écrit Munchausen. Oui. Alors c'est un syndrome où quand ça te concerne toi, tu fais semblant d'être malade pour qu'on s'occupe de toi. Et moi, je connais une histoire que je raconte très très peu parce que ça concerne les enfants. Un syndrome de Munchausen, c'est comme ça que moi je le prononce. Je me fous de savoir si c'est bon ou pas. J'aime bien de Munchausen par procuration, où tu as la maman ou le papa, mais la plupart du temps c'est la maman, qui reproduit des signes de maladie sur ses enfants pour attirer en général l'attention sur la souffrance qu'elle vit elle-même, mais qui peut aller jusqu'à les tuer. Et j'ai une histoire en Belgique où 2 gamines ont été tuées par leur mère. La mère a été condamnée, mais essentiellement à être soignée, parce que objectivement, ce dont elle a besoin, c'est pas d'aller en prison, mais c'est d'être soignée. Qui avait tué ses 2 filles de cette manière-là. Et c'était spécial, on s'était vite rendu compte à l'hôpital, pas avec la première malheureusement, et avec la deuxième trop tard, mais parce que c'est quand la mère venait voir les enfants qu'elle présentait effectivement des symptômes. Et il arrive aussi que des femmes justement rejettent leur maternité et le fait d'avoir Déni de grossesse. Ouais. Oui, mais au-delà de ça, une fois que l'enfant est né, de pas accepter la naissance de l'enfant et justement de les tuer, ça c'est des affaires que tu as beaucoup fait. Il y en a une que j'ai racontée. C'est un enfant qu'on a trouvé mort. C'est les parents qui le trouvent mort chez eux. Ils appellent un médecin qui trouve que les circonstances sont suspectes. Donc, il délivre un certificat de décès mort suspect. Ça veut dire qu'il faut appeler la police. C'est un médecin traitant. Il est dans le coin. Il travaille dans le coin. Il fait sa tournée et puis il passe plusieurs fois devant la maison, c'est un lieu de passage, et il se rend compte que la police n'est pas là. Donc il leur téléphone en disant dites, j'ai constaté une mort suspecte à tel endroit, vous n'êtes pas là. Ah bon, il n'est pas au courant. Comment ça, vous n'êtes pas au courant? Mais c'est une mort suspecte. Et ils vont sur place. Et quand ils vont sur place, ils découvrent un autre certificat de décès fait par un autre médecin qui a conclu à une mort naturelle. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ils fouillent la poubelle, ils retrouvent le certificat de décès du premier médecin. Il n'a pas convenu aux parents, donc poubelle. Les policiers préviennent le parquet me prévient, je vais voir sur place, et en fait, l'enfant est mort de déshydratation. Le premier médecin s'est rendu compte qu'il y avait un problème, le deuxième a cru qu'il faisait une gastroentérite. Et que c'est à cause de la gastroentérite qu'il était mort. Mourir en déshydratation comme ça, d'une gastroentérite, pas... Ouais, pas non, comme ça. pas comme ça. C'est la symptomatologie, enfin les signes plutôt, parce qu'il n'y a plus de symptômes quand on est mort, mais les signes n'étaient pas corrects. Et dans le linge, en fait, j'ai retrouvé, quand j'ai déshabillé l'enfant, ce que personne n'avait fait jusque-là, j'ai retrouvé des matières fécales qui étaient de couleur lait. Ça veut dire que le lait qu'on lui donnait, il l'absorbait et il le rejetait.
il n'était pas capable d'absorber les nutriments qui s'y trouvaient. Un peu d'eau peut-être, mais pas les nutriments. Ce qui veut dire que les parents l'ont vu se détériorer. Ça prend pas 2 jours, hein. Ouais. Ça prend 10-15 jours. Hein. L'ont vu se détériorer au cours du temps pour aboutir au décès, n'ont rien fait, n'ont pas appelé le médecin, rien du tout. Ils ont essayé de nous faire croire qu'ils avaient appelé le médecin, on a pu vérifier que c'était pas vrai. Et ils ont été inculpés. Ils ont été inculpés, traînés en cour d'assises et incarcérés. C'est une histoire de cour d'assises. D'accord. Dans certaines affaires, il n'y a pas toujours de corps. Est-ce que toi, tu peux, si tu en as l'occasion, examiner des potentiels suspects et pouvoir faire des conclusions même s'il n'y a pas de corps? Ça arrive souvent qu'on examine de potentiels suspects. La justice est toujours très emmerdée quand on n'a pas le cadavre. Hein. Très emmerdée. On a une histoire célèbre dans ma région où un corps a disparu, on n'a jamais retrouvé. On pense savoir qui est l'auteur, et en fait on sait qui est l'auteur, mais on n'a pas la preuve qu'il l'a tué puisqu'on n'a pas le corps. Donc ce monsieur n'est jamais allé en prison. Je crois que l'affaire s'est déroulée il y a plus de 20 ans maintenant, et je crois à vérifier parce que je ne suis pas juriste, je crois qu'il pourrait se dénoncer en disant Oui. c'est moi qui l'ai tué et je l'ai enterré à tel endroit, il y a prescription, quoi. Ce serait sympa qu'il le fasse, hein, qu'on puisse donner une sépulture correcte au bonhomme. Bon, il a comme il a fait, la justice est telle, c'est la loi, on applique la loi, point. Il n'est plus condamnable, Maintenant, c'est un autre problème. Mais j'ai eu aussi le cas d'une dame qui a tué son mari. Elle l'a coupé en morceaux, elle l'a mis dans un sac fraîcheur, tu vois, les sacs pour congélo. Hein. Elle l'a mis au congélateur, puis tous les soirs, entre 20 et 22 heures, elle le mettait dans l'insert familial. Elle faisait disparaître son mari morceau par morceau. Quoi. Au moment où les enfants étaient couchés. Oui, entre 20 et 22, 20, les enfants étaient au lit. C'est leur père, quand même. Les enfants étaient au lit. Et 22, elle craignait qu'il y ait une odeur dans le voisinage qui nous les attire, qui nous interpelle. Voilà, donc, entre 20 et 22, allez, papa dans la cheminée et que je te le brûle. Mais attends, moi, je n'avais jamais vu de fragments d'os de gens qui étaient complètement calcinés. Alors tu vas me dire, t'as calé dans un columbarium. Dans les columbariums, la température du feu du columbarium est de très loin supérieure à celle d'un insert. Hein. Donc, les morceaux que tu retrouves venant d'un incinérateur de columbarium, je suis désolé, mais ce n'est pas les mêmes que ceux venant d'un insert d'une maison. Donc, c'est un feu de bois. Hein. Un insert, c'est un feu de bois. Donc, tu as l'idée. Je téléphone à mes copains, ici en France, en Belgique. Bon, on n'a pas trop d'idées non plus. Ok. Il y a un qui me dit, un Français, il me dit, écoute, on a quand même un site, c'est à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, où un prof, s'appelle Georges Maat, a tout un matériel qui vient de tombes romaines. Les Romains se faisaient brûler, on récupérait les cendres, on triait visiblement les cendres du bois et celles du corps, on les rassemblait, on en faisait une petite boîte, un ossuaire, que la famille conservait. Ils ont une centaine, on y va. On est parti à plusieurs, il y a eu des Français, des Belges, on est allés nombreux chez lui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, voire pas du tout, de littérature scientifique là-dessus. Et nous voilà donc chez le prof, on a appris. J'ai appris à classer les fragments d'os, à les reconnaître, c'était génial. Hein. C'est un stage que j'ai adoré. Et puis je reviens pour la reconstitution, forcément. Parce que la juge m'avait dit, c'est pour ça que j'avais été me former, écoute, on n'a pas de cadavre, t'as pas le corps, ok, mais j'aimerais que tu sois là à la reconstitution, que tu puisses poser des questions à la dame pour vérifier si elle l'a vraiment fait. Parce qu'il ne la croyait pas ? Il ne la croyait pas. Il y a un psychiatre qui avait dit qu'elle fabulait. Donc, et puis on n'avait pas de trace, on n'avait que sa parole. Et la parole, le témoignage comme ça, c'est pas assez. Si elle se rétracte, t'es mal, t'es vraiment mal. Quels éléments vas-tu apporter ? Alors, tu as l'avocat de la défense qui va faire son job et qui va le faire bien et qui va dire « Oui, écoutez, c'est sous la pression qu'elle a avoué. » Mais vous n'avez aucun élément pour prouver que ce qu'elle avance, c'est vrai. Dans ces affaires-là, tu avances à pas de loup. Madame, quel morceau restait-il de votre mari quand vous l'avez mis dans le feu ? Et elle me décrit tip-top le morceau que j'ai vu à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Tip-top le morceau qui reste des incinérations des Romains à l'époque romaine. Je me dis putain. Et donc ça matchait. Et puis j'avais appris aussi là-bas que la couleur des os est différente sur la température à laquelle ils ont été détruits. Et là, la couleur correspondait pile poil à la température max de la maison. Et donc, il y avait une différence. Et puis, j'avais appris aussi là-bas que la couleur des os est différente sur la température à laquelle ils ont été détruits. Et là, la couleur correspondait pile poil à la température max de la maison. Et donc, il y avait une différence.
de l'insert familial. Elle savait te décrire la couleur Ouais. des os. Ça me décrit la couleur des os, le type d'os qui restait, ceux qui ont été plus durs à brûler. Je dis, madame, il n'y a pas des os qui étaient brûlés. Si, docteur, c'est la tête. J'ai dû le remettre 3 fois. Donc on avait affaire à une dame qui avait quand même un petit problème psychique, hein, clairement, mais qui n'était pas du tout une affabulatrice, contrairement à ce que le premier psychiatre avait pensé. Tout le monde peut se tromper, il n'y a pas de problème. Oui. Hein. C'est pas pour ça que c'est un mauvais psychiatre, c'est pas ça que je dis. Mais tout le monde peut se tromper. En plus, c'est une histoire, mais elle est complètement incroyable. Or, elle est vraie. Et la dame est toujours aujourd'hui en milieu psychiatrique, en traitement. Et quand j'ai dit à la juge, Madame le juge, Madame dit la vérité, elle était contente. Elle était contente soulagée qu'on la croie. Après, elle s'est retrouvée en prison, je pense qu'elle était moins contente, mais elle pouvait comme se douter que c'est là qu'elle allait aller quand même, même si elle n'avait malheureusement pas toutes ses facultés mentales. Et au départ, comment est-ce que l'affaire avait éclaté? C'est elle qui était partie avouer d'elle-même? Non, pas du tout. En fait, le mari était venu chez elle pour discuter. Ils étaient séparés. D'accord. Et il avait une nouvelle bagnole. Elle n'a plus réussi à démarrer la voiture. Il y avait un code, un truc spécial à faire. La voiture était restée devant chez elle. Donc, on savait que le dernier endroit où il était passé, c'était chez elle. Le GSM ne matchait plus nulle part, la carte de crédit non plus. J'ai coutume de dire que quand ton GSM c'est le portable chez moi, ne matche plus nulle part, ta carte de crédit non plus, soit t'es mort, soit tu t'appelles Xavier Dupont de Ligonnès, ça fait toujours marrer les Français. Les Belges, moins, ils vont moins bien, mais les Français, ça fait toujours rire. Et voilà, donc cette dame a avoué très vite, elle n'a pas caché longtemps son jeu, voilà. Malheureusement, elle l'a tué. Malheureusement, c'est son contexte psychique, je pense, qui a fait que c'est allé jusque-là. Parce qu'il y avait eu une embrouille entre eux, tu sais, un petit peu. Oui, mais allez, t'as d'autres moyens de régler les problèmes en tuant les gens. Bien sûr. Moi, je suis toujours étonné de voir la merde qu'on se met sur le dos quand on tue quelqu'un par rapport à la possibilité qu'il y a de régler un conflit, même si ça prend un peu de temps, le temps de faire son deuil, quoi. C'est 2 ans. En moyenne, le temps de faire son deuil. C'est 2 ans, moins que tu passes pas en prison. Voilà, enfin, c'est vraiment, j'ai toujours eu des difficultés à comprendre pourquoi on tue. Même après 30 ans de carrière, il faut... Même après 30 ans de carrière, j'ai rencontré plein de criminels. Mais vraiment plein, bah forcément. Autant de criminels que j'ai vu de meurtres, sauf ceux qui ne sont pas résolus. En général, c'est des gens, comme tout le monde, c'est rarement des brutes avec une tête de brute. Quand tu regardes même Ed Gein, le fameux tueur en série américain, il a une tête normale. Il ne faut pas s'attendre à trouver des têtes vraiment patibulaires. Et c'est des gens qui, souvent, sont aussi très sympas. Oui, et ton avis? Ils ont eu, à un moment donné, ils ont été au mauvais moment, au mauvais endroit, dans les mauvaises conditions. Et ils ont commis l'irréparable. Souvent, après quelques secondes, quelques minutes, ils le regrettent déjà. Mais c'est trop tard, le temps est passé, on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est vraiment malheureux. Pour tout le monde. Parce que tu tues ta femme, on le disait tout à l'heure, tu tues ta femme, tu vas en prison, et tes enfants, t'en fais quoi? Mais réfléchis, quoi. Réfléchis. On fout à mal la vie de plein de gens. Tuer ne sert à rien. Je rebondis sur justement un petit peu tous les problèmes un petit peu psychiques. Moi, je constate un peu sur mes reportages qu'il y a beaucoup d'affaires de schizophrènes qui, en manque de traitement, passent à l'acte et se mettent à commettre des meurtres. Est-ce que toi, schizo, les parano aussi. Donc tous les psychotiques, en fait, c'est-à-dire ceux qui ont une déconnexion avec le réel. Ce qui caractérise le psychotisme, c'est ça. La psychose, c'est le fait de perdre le contact avec le réel. Alors attention, il y a plein de parano, il y a plein de schizophrènes qui vivent une vie normale, ils prennent leurs médicaments, il faut surtout ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien sûr. Le danger, c'est pas ça. Le danger, c'est malheureusement ceux qui suivent pas leur traitement. Ou qui n'ont même pas conscience qu'ils sont malades. Ouais, mais ceux-là, d'habitude, on peut les aider, parce que il y a bien des petits détails qui vont permettre de penser que... Et alors, ce qu'il faut surtout, c'est mettre en place des structures d'accompagnement, d'accueil, etc. Et alors, on voit de plus en plus de meurtres, aujourd'hui, qui sont commis par des gens psychotiques, qu'on n'a pas suffisamment suivis, qu'on n'a pas suffisamment pris en charge, qu'on n'a pas suffisamment pris en main, dont on n'a pas vu qu'alors qu'ils étaient en main, le virage s'opère quand même, dont on n'a pas vu qu'ils ont arrêté de prendre leurs médicaments. Je n'incrimine personne. Mais je crois nous sommes dans une société moderne, on doit se donner les moyens de soigner les gens pour les pathologies dont ils souffrent, de façon non seulement à les traiter eux, parce qu'une vie de schizophrène, c'est pas une vie marrante, hein. T'as des voix dans ta tête, t'as des trucs qui te disent des choses diverses et variées, c'est des vies extrêmement oppressantes. Un parano, c'est la même chose, c'est vraiment pas des vies marrantes.
sûr. Et puis aussi pour protéger autrui, quoi. Et justement, est-ce que toi, tu as une explication, bon, tu pas psychiatre, mais est-ce que toi, tu as une explication sur, qu'est-ce qui facilite le passage à l'acte pour ces gens qui ont des Beaucoup m'ont dit, j'ai entendu des voix et elles m'ont dit que j'allais être soulagé. J'ai eu un schizo qui m'a carrément sauté dessus. Heureusement, les policiers le attaché au radiateur. Je venais pour l'examiner. Il venait de tuer son père et il m'a carrément c'est une histoire que je raconte pas non plus parce qu'elle est beaucoup trop de la sphère privée, personnelle et Mmh. triste. Voilà, c'est l'histoire, je choisis pas. J'en ai plein à raconter, mais celle-là, je vais pas la choisir pour ça. Et quand je suis arrivé près de lui, il était en phase délirante, il m'a sauté dessus. Il s'était mis tout nu en me disant le commissariat, pour se débarrasser de ses vêtements, de tout ce qui était sale, impropre, impur. Et il m'a sauté dessus parce que pour lui, j'étais le diable. Donc, il faut se méfier aussi, même quand on fait mon métier, quoi. J'ai déjà été frappé, on a déjà... Ouais. Ah ouais? Oui, oui, bien sûr. C'est un métier où il y a effectivement, on le sait, mais en médecine aussi. Regarde le nombre maintenant, Ouais, dans les hôpitaux, de soignants qui sont attaqués. qui sont attaqués, ils sont agressés. Mmh. Donc, je ne suis pas un cas particulier, il ne faut pas me plaindre. Moi, je plains plutôt les autres. Mmh. Moi, je vais voir des cas vraiment très particuliers et je ne vais pas leur rendre des soins. Les autres dévouent leur vie à soigner autrui et ils se ramassent des coups. Allez, on vit dans quoi? Et toi, tu disais tout à l'heure que tu faisais aussi, des, analyses sur des gens encore vivants. Est-ce que justement dans le cas de tes conclusions, est-ce qu'on c'est déjà arrivé que tu sois agressé parce qu'ils étaient pas d'accord avec, les conclusions que tu faisais? Oui, c'était des agressions Verbales? physiques, j'ai jamais eu. C'est verbal. D'accord. J'ai jamais eu. Physique, non. Physique, non. Ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais verbal, si tu regardes sur les réseaux sociaux, quand on parle de moi, il y en a plusieurs qui me râlent dessus. Ah, à cause de lui, je peux plus conduire. Ouais, mais attends, arrête de boire et tu vas récupérer ton permis de conduire, hein. Mais la première personne que tu vas incriminer, c'est pas moi, hein, c'est toi. Ta prise de sang, c'est juste de la merde. Elle prouve que tu es alcoolique chronique, que tu es un danger pour la population, et tu viens m'engueuler sur les réseaux sociaux, mais t'es jamais qu'une grosse merde. Moi, c'est la seule chose que j'ai à te dire. Mmh. Ouvre les yeux, Ouais. apprends. Et justement, je rebondis un peu sur l'alcool. T'en parles pas mal, dans tes livres, des affaires, Ben, je parle pas de l'alcool, je parle du cannabis, je parle de la cocaïne, je parle de l'héroïne. J'ai essayé de parler, j'ai pas encore parlé en fait, mais j'ai essayé de parler des drogues qu'aujourd'hui on nous vend comme oh, voilà, limite c'est banales, rien, quoi. c'est banal. Tu peux sniffer, mon grand, un petit peu de coke, ça fait pas de tort, c'est pas vrai. Tout Oui. ça, c'est des Et mensonges. t'inclus l'alcool dedans et Et la l'alcool, bienveillance. pour moi, est un tueur. Et c'est un tueur dans la mesure où il désinhibe. Ça veut dire que si tu as la capacité, on est là ensemble, de rester s- calme, serein, d'écouter autrui et d'être bien avec autrui, l'alcool en désinhibant pourrait très bien faire que tu passes à l'acte. T'es dans ton couple, ça va pas bien, ta femme t'engueule pour l'xème fois parce que tu rentres bourré, eh ben tu vas peut-être lui mettre un point dans la gueule qui sera le point final. L'alcool est un tueur. Et toi, c'est arrivé, dans des périodes, est-ce que justement tu constates que, bah, par exemple, tu as plus de morts, de meurtres liés, à l'alcool, par exemple en période de fête? Non. Et je parle dans tes livres, justement du fait que tes 31, tes réveillons, tu Ah, les réunions constates du 31, souvent, je les aimais bien. À l'époque, j'étais célibataire et mes collègues ne l'étaient pas nécessairement. Donc, cette fête-là, je la prenais facilement le 31. En plus, ça m'a toujours fait chier de bonne année, ça m'emmerde. Donc, j'aimais autant passer ça dehors. Alors, c'est avec les policiers, c'était assez marrant. On prenait pas un verre, jamais, mais on souhaitait la bonne année entre nous. C'était tout mignon. T'aimais bien qu'il y ait un petit pétard, ça, j'ai eu plusieurs fois. Des feux d'artifice, tu vois, mais un seul. Fou, tu jettes en l'air, poum, ah, c'était Noël, ou c'était le Nouvel An. J'aimais bien ça. Avec eux, c'était vraiment très agréable. Et oui, des histoires de Nouvel An, c'est des histoires tristes parce que euh, j'ai eu deux petites vieilles comme ça qu'on trouve un 31 décembre au bas d'un escalier. Histoire triste. Bah oui, forcément, elles sont mortes, c'est jamais marrant, mais t'as une des deux petites vieilles qui est morte, là, elle est étendue de tout son long. Et tu vois que c'est une mort naturelle, quoi. Elle n'a même pas chuté dans l'escalier. Elle a fait un malaise au pied de l'escalier, elle est morte dans le couloir. Et à côté, t'as l'autre petite vieille qui est enroulée sur elle-même, recroquevillée, parce qu'elle a froid. Mais elle s'est couchée à côté de sa sœur et elle est morte d'hypothermie. C'est-à-dire, elle s'est laissée mourir de froid au contact du sol. Elle s'est endormie, elle est morte d'hypothermie. pour être avec sa Et ça, c'était un 31 décembre. J'ai deux petites vieilles qui vivaient une vie, mais complètement refermées sur elles-mêmes. Elles avaient été trois sœurs. Une des trois avait été mariée, je pense, c'était pas bien passé. Une des trois était morte
Sa chambre était devenue un sanctuaire, on n'y touchait plus. Et elle ne se lavait plus. Elle se faisait à peine à bouffer. Elle mettait des bas. Et quand elle avait une paire de bas trouée, elle la changeait pas, elle remettait une paire de bas au-dessus. Je te laisse deviner l'état des culottes. Hein. Parce que quand tu retires pas tes bas, tu retires pas tes culottes. Ah, c'était mais un truc. Mon Dieu. Toi. Et elles avaient un coffre-fort à l'étage. Donc au départ, peut-être que les policiers pensaient que ça pouvait être une mort suspecte. Oui, que deux personnes. deux personnes. Donc nous, on était partis pour un meurtre. Tout le monde était là. Le labo, la PJ, tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Et puis on voit un coffre-fort, on trouve pas la clé. Mon copain PJ vient me voir, ça je l'ai pas mis en bouquin, parce que ça n'a pas d'intérêt, mais moi qu'un PJ vient me voir en me disant t'as pas retrouvé la clé sur l'une d'entre elles. Je dis non, j'ai pas trouvé de clé. Donc obligé de faire venir un serrurier. Oui, mais c'est les coffres-forts, c'est des trucs. Au chalumeau, on a dû découper le coffre. Et il y avait des lingots d'or. Cette femme était riche, mais tout est parti à l'état. On était trop nombreux pour se distribuer et tout. Je blague, on n'a jamais fait ça. Tout est parti à l'état, et c'était un 31 décembre, ça me souvient toujours. On me retrouvait dans le coffre un petit tableau. Franchement, je ne sais plus si c'est un Renoir ou autre chose, mais c'était un petit tableau d'un auteur hyper connu qui valait beaucoup des sous. Wow. Et finalement, en fait, c'est la mort de l'une des trois qui a causé la perte des deux autres. Ouais. C'est assez triste. Des familles de l'après-guerre, des familles qui n'ont pas bien vécu tu sais, changement. au retour de la guerre, il manquait d'hommes. Et tu as eu beaucoup de vieilles filles, comme on disait. C'est-à-dire des dames qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer un monsieur pour se marier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient morts au combat. Et tu as eu beaucoup comme ça de vieilles filles qui ont terminé leur vie de cette manière-là. Et ces histoires-là, je pense que c'est une des dernières de séquelles de l'après-guerre. Et des personnes âgées, t'en as beaucoup en mort non naturelle? Non, en mort naturelle. Mais on va les voir parce que ce sont des gens qui vivent seuls à domicile souvent. Ils tâchent de rester en autonomie et puis un jour ou l'autre, ils finissent par mourir. Alors pendant très longtemps, moins maintenant, mais pendant très longtemps, on nous envoyait voir tous les morts de ceux qui étaient morts seuls à domicile pour être sûr qu'il n'y avait pas eu intervention d'un tiers, quoi. Et j'en ai vu, mais des quantités de personnes âgées dans les conditions pareilles, oui. Et des gens qui meurent à cause du syndrome de Diogène? Est-ce que ça, c'est quelque chose Oui, vu? j'ai vu. Eux, il faut les trouver. Hein. En général, ils sont tout secs parce qu'ils bouffent pas beaucoup. Tu les retrouves souvent déshydratés, donc ils pourrissent, mais pas avec tous les signes de la putréfaction classique. C'est une putréfaction qui va plutôt vers une momification, souvent. Et j'en ai même eu qui gardaient leur matière fécale et leurs urines. Parce que, rappelle un petit peu pour les gens... Complètement dingue. Le syndrome de Diogène, c'est une maladie mentale dont souffrent certaines personnes qui n'arrivent à se séparer de rien. Ouais. Mais même ce qu'on appelle chez nous les petits journaux, je ne sais pas si vous avez ça en France, c'est les gazettes et les pubs qu'on met dans la boîte aux lettres des gens. Ouais. Même ça, ils gardent, certains même les classent. Et ça leur arrive même d'aller chercher dans les poubelles extérieures et de ramener chez eux. Ouais. Ah oui, j'ai vu aussi. Et donc, ils gardent tout. Et alors, j'en ai eu un, il était petit. Il faisait 1m60, moi je fais 1m75. Et il nettoyait jamais chez lui. Et tu avais des toiles de poussière qui s'étaient créées et qui correspondaient juste à son passage. Donc tu passais dans un tunnel de poussière. Moi j'étais obligé de marcher plus bas. Sinon je me prenais toutes les poussières, j'avais pas envie. Et puis tu arrivé dans sa chambre, son lit. Plein de trucs sur son lit. Juste une place, des draps qui n'ont évidemment jamais été changés. En tout cas jamais. Plus depuis très longtemps. Sinon il fallait déplacer tous les bouquins. Une crasse, mais une crasse. Et comment il était décédé, lui? Mort naturelle, déshydratation, malnutrition. À cause de cet environnement? À cause de cet environnement, à cause de cette maladie. Ouais. T'en as qui... Je connais quelqu'un qui occupe de fonctions pas banales et qui souffre du syndrome de Diogène. D'accord. Donc, il a quand même une certaine capacité, cette personne, à vivre de vivre une vie normale. Mais il souffre aussi du syndrome de Diogène. Ouais, c'est assez dense. Donc, t'as un peu de tout. Hein. D'accord. Bon, on a encore pas mal de choses à dire, mais je pense que le temps nous a un peu compté. Avec toi, on pourrait parler des heures. J'ai même pas eu le temps de te poser toutes les questions. En attendant, si vous voulez prolonger l'expérience, sachez que son tout premier livre sort en format poche. Et sinon, vous avez toujours les 3 autres livres qui sont aux éditions Kienes. Le dernier qui est sorti... Oui, alors le dernier, tu vois, en août 2021. C'est une fausse scène de crime. Ça, une bande qu'on a acheté sur Internet, c'est ma femme qui l'a acheté, toi. On est dans le jardin d'un copain, enfin plutôt d'une copine, ça s'appelle Laurence, la copine. Et puis j'en parle plein dans mes bouquins, Laurence, je mets les prénoms de tous mes copains. Ça, c'est moi, c'est vraiment moi. C'est mon vrai GS, c'est mes vraies lunettes et tout ça. Mais je peux pas être là.
Normalement, quand on est derrière la ligne que vous voyez là, on peut pas être habillé comme ça, mais pour la photo, voilà, c'est une erreur. Je le raconte dans mes conclusions. Là, c'est ma fille Margot, elle va être institutrice. Là, c'est une chaussure Louboutin que ma femme a acheté 4 € sur un marché parce qu'un chien a bouffé le truc et voilà, mais on voit pas que c'est une Louboutin, mais je trouve ça marrant. Là, c'est mon autre fille, Marie-Émilie, elle est juriste. Et puis on le voit pas. C'est dommage, mais je le dis quand même parce que il est un peu triste de ne pas être sur la photo, il sera sur la prochaine. C'est Xavier, il est pas, on le voit pas, hein. Cherchez pas, on le voit pas. C'est Xavier, c'est le futur mari. J'espère qu'ils se marieront un jour, ces deux-là, parce qu'ils commencent à bien faire, de ma fille aînée, qui fait le mort, mais on le voit pas. Voilà, comme ça vous savez. C'est une scène qu'on a reconstituée pour faire la photo. Merci, docteur Pas de rien, Boxo. avec plaisir. En attendant, si vous voulez prolonger l'expérience, vous retrouverez son livre La mort, c'est ma vie, qui est paru en août 2025 aux éditions Kenes, comme ses 3 autres livres. Et je rappelle encore une fois que son premier livre, Les morts ont la parole, est disponible au format poche. Merci à toutes et tous de nous avoir regardés aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et si vous avez des questions à poser au docteur Philippe Boxo, ou si vous voulez le retrouver dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.